Allez, c'est parti. On va passer un petit peu de temps ensemble, une trentaine de minutes, pendant lesquelles je vais essayer de vous présenter un projet qui s'appelle Open Telemetry. Euh, Avant de rentrer dans le dur de la démonstration, je vais faire un petit rappel théorique sur ce que c'est que l'observabilité. Pour ceux qui étaient là dans la salle juste avant, ça fait exactement la transition avec ce que racontait Katia, notamment sur voilà, les bons outils. Quand on passe d'une application monolithique à plein de microservices, comment on fait pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et le projet OpenTelemetry est un projet de la CNCF, donc on est raccord. Et puis je vous conclurai tout ça par une petite synthèse des éléments importants autour du projet OpenTelemetry. Comme c'est marqué à l'écran, je m'appelle Damien, je suis chez Decathlon Digital, qui est l'éditeur de logiciels qui alimente l'ensemble des magasins, des sites e-commerce de Decathlon. Et je suis plus particulièrement rattaché à la partie commerce, côté Decathlon. Concrètement, je viens de Nantes, pas très loin, j'ai 39 ans, deux magnifiques enfants. Mes petits sujets de prédilection, c'est notamment tout ce qui tourne autour de la performance applicative, mais aussi la performance des équipes, comment on s'assure que l'environnement de développement, la CI, tout ce qui permet d'être efficace tourne correctement. Tout ce qui tourne autour de l'architecture, l'urbanisation des applications, les différentes modalités de fonctionnement des applications, et puis aussi du DevOps, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On est un petit peu à la frontière entre de la performance et toute la partie infrastructure et DevOps qui m'intéresse beaucoup. Je vous partage mes passions aussi tant qu'à faire. J'aime beaucoup la musique métal. Je suis pas habillé Hellfest aujourd'hui, mais c'est un petit peu l'esprit. Et je suis un passionné d'astronomie, d'astrophotographie, enfin, tout ce qui tourne autour de la cosmologie, on va dire. Et vous verrez que ça nous servira pour la démonstration tout à l'heure. Alors, gardez ça à l'esprit. Donc l'observabilité, qu'est-ce que c'est On va commencer par un rappel un peu théorique, mais si on sort du logiciel, observer quelque chose, c'est le comprendre de l'extérieur. C'est que le système soit suffisamment bien conçu pour que sans rentrer dans le code, sans rentrer dans le détail, dans son implémentation, dans sa technologie, on puisse comprendre en fait ce qu'il réalise. Côté logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel que vous voulez rendre observable, sa capacité à être observable, elle va dépendre de la télémétrie qu'il est capable de remonter. Grand classique de télémétrie, c'est j'ai des métriques de temps de latence sur une application HTTP, donc je sais que mon application répond en temps réel. Et je ne m'intéresse pas au fait que ce soit une application Tomcat, un Apache, un Nginx, etc. Ça c'est le détail d'implémentation qui ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça permet de faire l'observabilité? C'est notamment un élément clé quand on a beaucoup de microservices ou des applications distribuées avec du serverless par exemple, qui communiquent entre eux, qui potentiellement peuvent être parfois en panne, parfois fonctionnels. Et notamment, ce qui est intéressant avec l'observabilité, c'est qu'on ne va pas développer des métriques à chaque nouveau problème. On va plutôt essayer de concevoir un système dans lequel les métriques sont suffisamment bien décrites et suffisamment bien observées pour qu'on puisse, en cas de problème inconnu qu'on n'a pas prévu, avoir les bonnes informations. C'est comme ça qui est clé. C'est de ne pas se dire comme on peut le faire. Vous pouvez le faire par le passé. J'ai un problème, je vais rajouter une ligne de log et relivrer. C'est pas du tout ça l'esprit. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin comme information suffisante pour diagnostiquer un problème que j'ai pas prévu à l'avance. Voilà. 3 types de signaux de télémétrie qu'on peut envisager du côté de l'observabilité. Un que vous connaissez par cœur, que je vais pas vous représenter, les logs. Voilà, on a des messages, on a des dates. À partir de ça, on sait en faire des trucs. On met des jolis petits parseurs en arrivant à extraire plein d'informations. Sauf que le problème des logs, c'est que c'est pas structuré souvent. Les métadonnées associées sont pas homogènes entre les applications. On a des décalages de temps. Voilà, c'est des trucs assez classiques. Vous connaissez bien les métriques. Qui, par exemple, ici a déjà fait, je sais pas, du Prometheus, du Grafana, des choses comme ça? Ouais, un petit peu, on connaît, ouais. Qui a fait du Nagios ou des trucs un peu plus d'infra? Bon, voilà. On fait tous des trucs comme ça. Voilà. Donc les métriques, voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est un signal hyper important, parce que ça donne des informations rapidement actionnables, très précises sur ce qui se passe dans le système. Et puis un signal que vous connaissez peut-être moins, qui s'appelle les traces, qui est justement la capacité d'un système à
collecter de l'information dans l'ensemble des sous-systèmes dans lesquels il va passer. Et à garder en mémoire en fait l'ensemble des services intermédiaires, des paramètres de ces services, ce qui permet ensuite de sortir une vision globalement descendante d'une requête utilisateur. On va faire un petit focus là-dessus pour que vous ayez les idées claires. Les logs, qu'est-ce que ça avait comme problème pour que vous ayez ça à l'esprit? Pas de standard. Je ne sais pas si vous avez déjà parsé des logs Apache ou des logs Nginx ou du HTTPD ou des logs de je ne sais pas quel service Postgres, etc. C'est pas standard. Chaque service a son propre format de log et on ne sait pas comment le traiter de manière efficace. Et même quand on a défini un standard, les équipes se l'ont implémenté un peu à leur sauce. Et parfois, les dates ne sont pas encodées pareil, les counters sont en entier ou en float. Bref, je passe les détails. Vous avez l'esprit. Deuxième problème, un manque de traçabilité. Donc quand je dis traçabilité, pour moi, ça veut dire on ne sait pas si un log particulier est rattaché à une requête. Je pense que à qui ça parle, correlation ID dans les services HTTP. Voilà. Qui a déjà oublié de mettre un correlation ID? Voilà. Donc, même si on a défini une norme et si c'est présent en fait dans vos applications, il suffit d'un bout de code qui manque, de quelque chose qui n'a pas été correctement configuré, d'un problème de parsing quelque part, pour que finalement toute la jolie théorie des logs avec la capacité à avoir un seul identifiant qui produit l'ensemble de l'exécution, vous la perdez. On a donc été un petit cran plus loin. Ça date maintenant d'une petite douzaine d'années, cette approche des traces distribuées. Et la première idée qui est derrière, c'est d'avoir la notion de span. C'est donc une unité de travail relativement localisée, donc une opération unitaire, qui permet de tracer les informations d'une exécution. Qu'est-ce qui s'est passé dans une exécution particulière? Grâce à ça, on va avoir le nom de l'opération, les messages, on garde l'esprit des logs, on n'a pas perdu les informations sur les messages, mais surtout on a beaucoup de métadonnées associées. On a des métadonnées qui sont explicites du point de vue de l'applicatif. On peut définir, on verra dans la démonstration, mais l'identifiant du client qui est passé par là. On peut se mettre d'accord sur une normalisation au sein de l'entreprise des différents attributs. On a des informations automatiques. Si je suis sur un serveur HTTP, je vais enregistrer systématiquement la méthode, l'URL, le taille du payload, etc. Tout ce qui peut être habituel. Et puis, si je vais un petit cran plus loin, on a aussi des informations contextuelles. Typiquement, quel est le nom du pod sur lequel mon conteneur tourne? Quel est le nom du namespace automatiquement qui va être récupéré? Quel est l'IP du cloud provider sur lequel j'ai reçu la requête, etc., etc. Donc ça, c'est automatiquement sorti. Et ça vient alimenter en fait, de manière systématique l'ensemble des spans qui s'exécutent sur votre application ou sur vos applications. Comment ça se représente? Là, j'en ai mis une version graphique, mais vous voyez l'esprit. C'est un ensemble de champs et de clés-valeurs qui vont décrire l'ensemble d'une exécution particulière. Donc ça, c'est fait par chacun des services de votre application. Et ça permet d'avoir cette exhaustivité de l'information. Mais comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est d'avoir ça à l'échelle d'un système distribué. Donc comment on fait? On va avoir un ensemble de spans qui sont reliés entre elles, mais qui ne sont pas reliées entre elles parce que vous l'avez décidé. Elles sont reliées entre elles parce qu'automatiquement, il y a un correlation ID, ce qu'on appelle un trace ID, qui va être transmis à l'ensemble de vos services dans vos applicatifs. Il y a donc une exécution, une trace et plusieurs spans. C'est évidemment un span racine qui va démarrer l'exécution, qui peut être un élément qui vient d'un utilisateur ou pas. Ça peut être un batch, ça peut être un système externe, ça peut être un événement, une écriture sur disque, on imagine un peu tout n'importe quoi. Et puis, chacun des spans va représenter l'exécution du début à la fin. Donc, même si vous avez, par exemple, des requêtes qui sont faites par votre service vers un autre provider, vous allez garder, en fait, comme ça, l'ensemble de l'exécution dans votre span. Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est un petit peu cette visu-là. Une manière de le représenter, c'est ça. C'est par exemple un client qui appelle une API, un point d'entrée, typiquement une API Gateway. Et cette API, elle va être en capacité d'appeler également, elle, d'autres API. Donc là, on voit par exemple, il y a l'API d'authentification qui appelle elle-même une autre API.
un système de paiement qui va enchaîner un appel à la base et un appel à un provider externe. Et puis un truc intéressant, cette fameuse API dispatch en dessous. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Plutôt que de faire des appels séquentiels, elle fait des appels en parallèle. C'est pour ça qu'on voit tous les démarrages de requêtes en simultané sur l'exécution. Donc graphiquement, ça se représente bien. On voit bien un petit peu l'esprit qu'il y a derrière cette trace, où on peut voir tout ce qui est séquentiel et tout ce qui est parallèle en simultané sur la présentation. Avant de rentrer dans OpenTelemetry, que je vous rappelle quand même quelques items. J'aime bien le présenter comme ça. La capacité d'une application à être observable, il y a deux axes potentiels. Un axe qui sont les différents signaux, qui sont intéressants. Donc voilà, les logs, les métriques, les traces qu'on vient de voir. Et puis il y a différentes étapes dans le traitement. Il y a l'étape de collecte. Mon application, OK, elle émet des signaux, mais où est-ce qu'elle les envoie? Comment je vais les collecter? Il y a une étape d'ingestion. Est-ce que j'ai un point central qui va faire les traitements, etc. J'ai un point qui est plutôt le stockage. Si je reçois des millions et des millions de traces de logs, de métriques, où est-ce que je le stocke? Est-ce que j'ai besoin de stockage plutôt à chaud, plutôt à froid? Plein de questions à se poser. Et puis évidemment, tant qu'on n'a rien exploité, tant qu'on n'a pas fait de requête, c'est un peu inutile tout ce qu'on a fait. Donc très important l'étape de query. OpenTelemetry, où est-ce que ça se situe? C'est essentiellement sur la partie collecte. Gardez bien à l'esprit que le projet en tant que tel ne vous propose pas un ensemble packagé qui propose l'ensemble du pipeline d'observabilité. Et donc comment on fait avec tout ça? On a deux approches. Une approche où on peut prendre des outils open source, que vous connaissez déjà certainement. Donc pour la partie métrique, du Prometheus ou du Grafana pour faire des jolies requêtes. Pour la partie log, on garde du Elastic et de la Stack ELK, c'est tout à fait possible. Et puis sur les traces, on peut avoir du Jaeger. C'est un des exemples, il y en a plein des outils autour de ça. Chacun étant spécialisé. Donc cette architecture-là, on l'appelle l'architecture avec la collecte unifiée, mais les traces sont quand même relativement indépendamment traitées, ce qui peut être un petit peu dommageable, entre guillemets. Deuxième infrastructure possible, c'est la grande unification. En mode, on prend un vendeur du marché, j'ai mis Datadog, mais j'aurais pu mettre Elastic APM, j'aurais pu mettre Dynatrace, j'aurais pu mettre New Relic, Splunk, etc. Ils ont tous cette approche-là, de dire envoyez-nous toutes vos informations, et nous on vous fera un joli dashboard, des trucs automatiques, de l'IA, de la détection, 100% automatique. Évidemment, on en reparlera tout à l'heure, mais ça a des avantages et des inconvénients. Tout n'est pas complètement rose dans ce genre d'approche non plus. OpenTelemetry, voilà, donc il file très vite. Donc projet de la CNCF, avec des contributeurs qui viennent un peu partout. Il y a du Microsoft, il y a du AliCloud, il y a du Datadog, il y a évidemment du Splunk, du New Relic, du Sumo Logic, enfin tous les contributeurs un peu classiques autour de la métrique et du log. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, à la base, s'est fondé par des gens de Google qui ont, entre guillemets, sorti une techno qui s'appelait Open Census à l'époque, qui, en fait, se sont dit il y a plein de technos sur le marché, il y a plein de formats de métriques, le standard pour les logs est relativement autour des formats d'Elasticsearch, de ECS, etc., mais il manque quelque chose pour les traces. Il n'y a pas de standard en fait, qui existe pour les traces. Et donc, nous, on va se lancer là-dessus. Une première étape du projet, avant de créer quoi que ce soit comme implémentation, comme mécanique, etc., ils ont réfléchi à la spécification. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse dans ce projet, plus que la manière dont il est déployé, c'est qu'ils ont travaillé leur contrat en premier. Comment est-ce qu'en fait on exprime les logs, comment est-ce qu'on exprime les métriques et comment est-ce qu'on exprime les traces. Donc ça, c'est la partie spécification. Et pour rajouter à leur spécification un intérêt un peu collectif, ils ont fait aussi des conventions sémantiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, la fameuse métrique latence HTTP, ils ont réfléchi à la manière de l'implémenter pour les différents providers et les différentes mécaniques possibles. Si on parle, par exemple, de la manière de gérer des bus de messages asynchrones, ça veut dire que quand vous faites du RabbitMQ, quand vous faites du PubSub Google ou quand vous faites du Kafka, vous avez les mêmes métriques qui sont sorties. C'est-à-dire qu'il y a un standard un peu cross-techno. Évidemment, c'est pas magique, il y a 2-3 implémentations qui ont du mal à sortir certaines métriques, mais l'esprit derrière est là. De dire,
je ne m'intéresse pas à la manière dont c'est implémenté, je m'intéresse à la manière dont je peux observer mon système. Une fois qu'on a une spec, c'est cool, mais encore faut-il implémenter. Donc, ils ont des SDK qui ont été commencés en 2018-2019. Évidemment, le premier à sortir, c'était le SDK Java, sans vous le cacher. Mais maintenant, on commence à avoir des trucs assez sérieux en Node.js, en PHP, en Python. Et je crois qu'il y en a un qui est sympa en Rust aussi, qui fait des trucs assez intéressants. Donc, ils implémentent la même spec, même convention, même spécification qui est derrière. Ils se sont pas arrêtés là, ils se sont dit, bah oui, bah on a fait une spec sémantique, on a fait un SDK local pour une application, pour déployer ces outils-là. Mais comment on fait pour envoyer tout ce qu'on a collecté? Comment est-ce qu'on envoie quelque part, en fait? Donc, ils ont développé un protocole qui s'appelle OTLP, qui est une implémentation basée sur gRPC de base, mais qui peut passer aussi sur des HTTP, qui réfléchit à la manière de faire du push d'informations de télémétrie d'une application vers autre part. Je vous passe la partie collecteur parce que ça nous occuperait assez longtemps. Donc, ils ont réfléchi à l'implémentation qu'ils en avaient, eux, du protocole, qui est le collecteur OpenTelemetry, qu'on verra dans la démonstration. Mais ce protocole est aussi implémenté par des vendeurs commerciaux du marché. Donc, les Elastic APM, Dynatrace, Datadog ont aussi la capacité d'absorber ce protocole-là. C'est un peu l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir un protocole standard. Et donc, je le répète, hyper important, il n'y a pas de back-end intégré à l'intérieur. Donc, si vous voulez observer quelque chose et vous voulez le stocker quelque part et pouvoir le requêter, il faudra se poser la question de est-ce qu'un Jaeger, un Prometheus suffit, ou est-ce qu'il faut que je passe par une stack plus chère, ou en tout cas avec un coût de possession qui est plutôt vers la licence que de la facturation en interne. Petit focus sur les SDK. Là-dessus, je voulais juste vous faire un petit focus parce que il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est compliqué à mettre en place. Ça peut l'être dans certains cas, mais il y a aussi un mécanisme d'instrumentation automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, sur une application Java, vous mettez un agent dans la JVM, un peu dans le même esprit que les librairies qu'on pouvait avoir côté Datadog, qui va instrumenter votre application, détecter vous êtes sur Spring Boot, très bien, ben voilà les métriques qu'il faut collecter. Vous faites des requêtes avec du web client, voici les requêtes qu'il faut instrumenter. Vous avez un accès à Redis, un accès à JDBC, etc. Il va pouvoir automatiquement détecter l'ensemble des frameworks. Et il sait le faire aussi sur du .NET, sur du JavaScript. Donc ça, ce mode automatique, il est assez sympa. Il permet d'avoir déjà beaucoup de métriques en standard. Mais il peut aussi être complémenté par un mode manuel. On peut très bien se dire, moi j'ai des métriques business, j'ai des attributs custom que je veux collecter. Le fait de passer par le mode automatique n'empêche pas de le faire en manuel. Donc on peut faire une hybridation, si je caricature, dans laquelle on a à la fois de l'automatique et du manuel. Démo. Timing, on devrait être bon. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Vous vous rappelez ma passion, astronomie, tout ça, hein? Alors, je vous présente vite fait le projet. C'est un projet qui s'appelle OpenTelemetry Demo, qui est une boutique e-commerce pour vendre des télescopes. Voilà. Je vous invite à commander, ça vous donne un petit peu de temps. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, c'est un bon simulateur. Pour eux, ça leur sert à la fois de projet de démonstration, mais aussi de projet de test. Donc, ils ont à l'intérieur implémenté, je pense qu'ils ont une quinzaine de microservices dans tous les langages du monde. Il y a du PHP, il y a du Python, il y a du Rust qui traîne partout. Donc, c'est hyper sympa, notamment si vous vous intéressez à OpenTelemetry et vous voulez voir comment ça peut s'implémenter dans une application. C'est un bon cas d'exemple parce qu'en fait, il y a toutes les implémentations, des cas d'usage hyper sympas. Comment ça marche? En gros, très simplement, j'ai un petit ensemble de conteneurs Docker, quelques conteneurs Docker, beaucoup de services, un collecteur OpenTelemetry, donc c'est lui qui va avoir le rôle de recevoir toutes les traces, les métriques et les logs, et qui lui ensuite va les router vers différents backends. Donc là, dans cet exemple-là, il va en router une partie à destination Prometheus.
et il va enrouter une autre partie à destination de Jaeger. On verra, à partir d'une seule configuration, on peut alimenter différents back-ends derrière. À quoi ça ressemble tout ça? Écoutez, je vous montre tout de suite mon magnifique site web. Donc, comme tous les sites de e-commerce, il y a évidemment un catalogue. Dans ce catalogue, peut-être changer la monnaie parce que je suis pas hyper à l'aise avec le truc. Certains produits en fait sont disponibles dans différentes quantités. On peut les ajouter au panier. Et sur le panier, on a des recommandations qui s'affichent en bas. Donc, il y a un service qui fait les recommandations. Il y a un système de cache de recommandations. Il y a un système qui vous permet de mettre des publicités à l'intérieur. Enfin, c'est assez abouti, c'est assez rigolo leur petit projet. Histoire de ne pas passer mon temps à cliquer partout, il y a également fourni dans cette démonstration un injecteur de charge. Je ne sais pas si vous connaissez Locust. Très simplement, c'est un outil alors assez minimaliste, hein, c'est pas aussi avancé que ce qu'on peut faire avec du Gatling par exemple, mais qui permet de tester en fait en charge différentes API du projet. Vous voyez en fait toutes les API qu'il a pu appeler, des pages product, des recommandations sur des produits, etc., etc. Et vous avez évidemment à côté associé le nombre de requêtes par seconde, les temps d'exécution, etc., etc. Donc vous voyez que pour ma démonstration, là, je commence à avoir des petits soucis là, dans les dernières minutes, parce qu'en fait, j'ai des problèmes de performance sur mon application. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire juste avec ce test de charge. On voit déjà qu'il y a des trucs qui commencent à partir un petit peu en explosion de temps de réponse, alors que pour autant, évidemment, mon nombre de users n'a pas bougé depuis le début de la démonstration. Premier truc, il y a des métriques qui sont exportées par ce collecteur. Je ne vais pas vous représenter le dashboard parce que ce serait un peu trop long, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Vous avez pour chacun des services que vous avez sur le côté ici, front-end, carte, product, load generator, le nombre de requêtes par seconde, la latence moyenne, et vous avez un petit peu en dessous pour chaque service les requêtes en particulier qui prennent le plus de temps ou les choses comme ça. Donc ça, c'est un dashboard relativement standard et c'est gratuit grâce au collector. Lui, il voit passer plein de spans avec tous les services. Et sur chaque span, il est capable d'extraire les métriques qui sont intéressantes. Donc la latence, la taille du message, etc. Donc ça, j'ai pas à part de la configuration Grafana en tant que telle, j'ai pas de configuration à faire sur le collecteur pour extraire ces métriques. C'est standard dans le protocole. Donc ça, c'est de la vision un peu SLI et SLO, si je caricature, où on a pour chaque service des engagements et on peut potentiellement se donner des alertes liées à ce genre de comportement. J'ai également la capacité avec Jaeger, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure comme back-end, là d'aller explorer de manière beaucoup plus fine les différentes traces qui sont collectées. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet notamment de me dire, j'ai vu que sur une de mes pages, j'avais des erreurs. Je crois que je peux le reproduire là. Sur cette page-là, ce télescope-là, voilà, vous voyez, j'ai pas d'information produit. Et en fait, j'ai des taux d'erreur importants sur ce service-là. Et donc, je peux aller regarder. C'est ce que j'ai dans mon Jaeger ici. Vous voyez, ici, j'ai mis un filtre sur les erreurs. Erreur égale true. Qu'est-ce que ça me fait? C'est que ça me met en fait un focus sur l'ensemble des traces d'exécution pour lesquelles j'ai eu une erreur. Okay, donc on voit il y a un petit truc rouge là qui me dit que j'ai une erreur, et puis on voit qu'il y a un petit point d'exclamation rouge sur le service en tant que tel qui a généré l'erreur. Si j'ouvre cette trace là, ce que ça produit, c'est le fameux graphique que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais plier un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai un appel sur le catalogue produit qui m'a généré une erreur. Ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir ma trace d'exécution, j'ai les logs qui sont associés, donc je retrouve pour cette exécution-là les logs qui ont été générés par l'applicatif. Mais plus que les logs, je suis aussi capable de sortir tous les attributs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai des attributs standards. Donc là, on voit par exemple quel est l'IP et le port de l'appelant. On voit le statut gRPC de cet appel-là, le nom de la méthode qui a été appelée. Enfin, là, je vous passe tous les détails, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Et on voit aussi des attributs custom. Par exemple, ça, c'est un attribut qui a été rajouté dans le code de cette application-là, en disant, quand je reçois une requête, je veux pouvoir exposer dans mes spans que ça concernait tel produit.
Donc ça me permet notamment d'aller regarder que, en fait, en l'occurrence là, c'est une fausse erreur. C'est que pour certains types de produits, certaines catégories de produits, il y a un feature flag qui a été défini pour générer des erreurs. Là, on le voit dans le log, pour tricher, pour avoir des erreurs, sinon ça marcherait bien. Et donc comme ça, on peut diagnostiquer potentiellement que, ah oui, c'est marrant, quand je compare deux traces, habituellement le getProduct marche très bien, sauf pour ce produit-là. Et je pourrais avoir une erreur d'exécution en base, quelque chose qui se passe mal à l'intérieur. Donc on peut être hyper fin en fait sur la compréhension en se disant j'ai filtré toutes mes traces qui concernaient un service. Je suis capable à partir de ça en fait d'aller un petit peu plus loin en analysant en fait les différents tags qui ont été placés et de voir potentiellement que c'est uniquement quand le tag a une certaine valeur que cette erreur-là se produit. Donc vous pourrez me dire on peut le faire avec les logs. Oui, mais là je peux le faire de manière standard sur l'ensemble de mes services. Donc je peux partir d'une erreur que je vois dans le front et regarder de bout en bout pourquoi ce produit-là a généré une erreur. Parce que peut-être que le front, il me renvoie juste une erreur 500 sans autre forme de procès. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir aller assez profondément dans ce genre d'analyse. Et dernier petit focus, vous voyez ici, j'ai un ensemble de traces et je peux potentiellement en fait, faire des comparaisons. Ça dépend après des outils. Jaeger permet ce genre de choses, d'autres backends n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Donc ici, par exemple, je peux regarder entre le span A et le span B qu'il y a une différence de comportement. C'est pas exactement ça que je voulais faire. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, on va aller vite, tant pis, c'était pas très grave. Et là, je compare des traces qui sont pas sur le même service, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si je prends avec celui-là plutôt, ça aurait plus de sens. Et donc là, on peut voir en fait les différents comportements qu'on a pu observer. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents ? On voit que là, il y a un appel au feature flag service et que ce feature flag service a généré un comportement différent en fait, sur l'exécution de mon service. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on peut, comme dans beaucoup d'outils, mettre le doigt assez rapidement sur le pourquoi il y a une différence de comportement entre deux exécutions et de faire la comparaison assez efficace. Je ne peux pas vous montrer là dans Datadog, mais on a un peu le même esprit dans Datadog où on peut, avec leur système de watchdog, mettre en valeur l'attribut qui a changé entre une erreur et un succès de manière automatique et il le détecte sur un ensemble de spans, ce qui permet de dire de manière fréquente, il y a un taux d'erreur de 20% supérieur quand cet attribut-là est présent. Ça, c'est hyper intéressant. Ok. Je reviens juste assez vite sur la démo, histoire de vous présenter le détail. Je vous passe le Dataflow parce qu'on n'aura pas le temps. Juste pour que vous gardiez à l'esprit les différents items importants. Gardez à l'esprit que OpenTelemetry n'est peut-être pas le plus pertinent d'un point de vue du SDK, mais de toute manière, en fait, les différents providers de télémétrie, je vous parlais de Datadog, Dynatrace, etc., sont tous en train de se standardiser sur la spécification, en tout cas d'OpenTelemetry. Donc, entre guillemets, vous n'aurez pas le choix que de l'utiliser, ou en tout cas, les providers vous fourniront les bons packaging qui vont bien autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les équipes qui veulent faire de l'observabilité vont de plus en plus avoir des spécifications communes. Et donc, ça veut dire que vous aurez une capacité beaucoup plus forte à détecter des erreurs cross-équipe, cross-features. Deuxième truc super intéressant, en tout cas moi que je trouve un peu disruptif dans cet esprit-là, c'est la capacité à dire, comme je suis capable d'instrumenter l'ensemble de ma chaîne d'exécution, je peux mettre des SLI, des engagements ou même des SLO qui sont vraiment sur une portion de l'exécution, voire sur l'ensemble de l'exécution et pas juste sur un appel d'API dans mon équipe. Donc ça demande de la collaboration entre les différentes équipes, mais dans l'esprit, on peut vraiment faire des trucs hyper aboutis. Là, je vais vous montrer par exemple la page produit. Je pourrais dire, je voudrais que ma page produit, le taux d'erreur soit de temps. Et si jamais je ne respecte pas ce taux d'erreur, je sais pourquoi mon budget d'erreur est en train d'exploser. Parce qu'il y a une équipe qui n'a pas répondu au service en temps et en heure. Deuxième item, je ne vous ai pas montré les graphiques parce qu'on est sur un format court, je n'ai pas tout à fait le temps, mais il y a des contributeurs d'une petite 50aine de boîtes, côté OpenTelemetry, et il y a des individuels. La contribution au projet est relativement facilitée, il y a tout ce qui va bien dans une belle communauté open source. Donc n'hésitez pas, si vous avez
curiosité à aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme feature request et comme bug autour de ce projet. Il y a beaucoup d'intérêt actuellement autour. Comme je vous le disais, l'instrumentation, il y en a pour pas mal de langages. Il y a des instrumentations pour beaucoup de frameworks dans les différents langages. Vous avez la capacité de le faire en automatique. Vous mettez un agent JVM, vous mettez une option de démarrage en Python, une option de démarrage en Node.js, et vous avez la version automatique. Et si vous voulez creuser, vous pouvez faire du manuel. Donc rajouter de l'information, extraire des métriques en plus. Voilà, c'est relativement simple. Petit focus, il y a un gros effort en cours là, de Spring pour que Micrometer, leur layer on va dire, d'instrumentation côté Java, soit 100% compliant avec ce qui se fait côté OpenTelemetry. Donc ce sera même plus un effort, entre guillemets, de pouvoir instrumenter des applications Java. Instrumentation, ça veut dire aussi que ça capture les logs. Donc, très intéressant, par exemple, tout ce qui est configuration des loggers à la main dans un fichier log4j, logback, etc. Vous pourriez vous en passer. On peut aussi capturer en automatique tous les logs qui passent dans une application et les forwarder vers le protocole ETLP. Et puis, dernier item, comme je vous l'ai dit, évidemment, tout ça, ça marche que si vous avez un back-end. Donc, le gros du sujet, c'est où est-ce que j'envoie ça pour le bon prix, pour les bonnes traces. Beaucoup de providers étaient au début un peu réservés sur l'approche OpenTelemetry. Les dernières annonces, notamment de Datadog, font qu'en fait, il n'y a plus trop de débat. C'est eux qui vont, entre guillemets, c'est OpenTelemetry qui va devenir le standard dans les différents agents en fait, qu'on peut manipuler. Ne serait-ce que parce qu'ils ont qu'une envie, c'est de proposer des instrumentations pour de plus en plus de langages. Et c'est compliqué de les maintenir 100% en interne. C'est un vrai sujet. Et deuxième sujet, c'est que leurs concurrents, Dynatrace, Lightstep, Elastic, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une distribution d'OpenTelemetry packagée en version provider compliant. Donc de plus en plus de providers, ce que vous allez télécharger, c'est en effet un agent Datadog, un agent Dynatrace, mais à l'intérieur, ce sera essentiellement du OpenTelemetry qui sera fourni. Et si vous ne voulez pas passer sur du commercial, même sur de la pré-prod par exemple, plein d'outils open source qui existent. J'ai mis Jaeger, Uptrace, c'est pas mal. Teletrace, qui est un nouveau projet qui est sorti il y a 6 mois, 7 mois. Très sympa aussi en termes d'usage. Si vous voulez l'expérimenter, je vous recommande. Voilà, et je vous remercie. Je remercie aussi les organisateurs et les sponsors de Jackson Group. Et vous avez 2 minutes, un petit feedback. C'est plaisir. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, je ne pense pas. Mais je serai... Une question courte qui m'amènera à une réponse courte. Attends, je vais vous donner. Je vais avoir 30 secondes pour répondre. Est-ce que avec ça, avec OpenTelemetry, je ne connais pas du tout ce sujet-là, tu as moyen de tracer quand tu as des événements, quand tu as une architecture orientée événements? Ouais, complètement. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais typiquement une application entièrement basée sur du PubSub avec du Kafka, le producteur et le consommateur, la trace se poursuit évidemment de manière asynchrone. Donc c'est gratuit avec OpenTelemetry. Merci beaucoup.